Des micros et des ondes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Micro et Ondes. Nous sommes tous très heureux de vous retrouver pour cette seconde émission dans laquelle vous retrouverez bien sûr vos chroniques habituelles qui auront cette semaine pour fil rouge les extrêmes. Vaste sujet s'il en est. Et pour nous en faire une idée un peu plus précise, on a décidé de faire un micro-trottoir et donc on est allé demander aux badauds de nous dire ce que le terme d'extrême évoquait chez eux. Je dois vous dire un mot et vous me dites à quoi vous pensez. Ok ? Ça va être du tac au tac. Si je vous dis le mot extrême, vous me dites quoi ? Difficile. Et tu me dis quoi ? Facile. Wow. Extrême. Extrême limite. Sport. Politique. Sport. Minimum. Ski. Pas grand chose en fait. Montagne. Limite. Glace. Tu sais, c'est des glaces à l'extrême. C'est peut-être parce que j'ai faim. Donc pas forcément ce qu'on aurait pu croire, hein. Moi je m'attendais à ce que tout le monde me dise FN, extrême droite. Moi j'aurais dit glace. J'ai toujours pas compris pourquoi ils disaient facile et difficile. C'est des enfants. Mais les enfants sont des hommes comme les autres, Joséphine. Mais plus tu petits. feras gaffe. Ah, plus petits. D'accord, donc on va passer un peu au sommaire de cette émission. D'abord, pour commencer, Joséphine va nous faire visiter la Malterie, qui est un lieu de production et de diffusion artistique à Lille. Ensuite, nous écouterons Carla Kuss, une étudiante franco-allemande, qui a répondu aux questions de... Elle est pas vraiment franco-allemande, elle est allemande, mais elle étudie en France, pardon. Attention les amalgames. Dans une filière franco-allemande. Les amalgames. Donc elle parle très bien français. Donc Carla, qui parle très bien français, a répondu aux questions de Julie et Olivia sur l'actualité politique en Allemagne. On ira ensuite voir Baptiste, qui répondra à l'épineuse question de savoir mais c'est qui ce type, en nous présentant quelqu'un d'extrêmement apprécié par les Français, en la personne de Omar Sy, auquel le lien est un peu tiré par les cheveux, mais en même temps Omar Sy il est chauve, donc ma phrase n'a aucune logique. Après avoir écouté le petit James, 9 ans et demi, qui nous parlera de Attaque D, entendez Attaque djihadiste, le jeu qui fait actuellement fureur dans les cours de récréation lilloise. Oula, la fureur c'est un peu extrême. Je vous présenterai avec Baptiste la première partie de notre feuilleton du rapporteur sur le retour des supporters ultra au Parc des Princes et le rapport entre la justice et les supporters en France. Pour finir, Maxime et Adrien nous raconteront l'histoire de Léon, mais là je ne vous en dis pas plus. Pas de programme, hein. Ouais. Alors, sans plus attendre, on va commencer avec Joséphine. Joséphine, c'est à toi. Et pour cette émission sur le thème extrême, j'ai fait la rubrique en aparté sur la Malterie, qui se définit sur son site internet comme un lieu d'expérimentation de l'art. Et pour cette rubrique, j'ai rencontré l'artiste François Andès, qui a été le président et cofondateur de la Malterie. En aparté, les coulisses culturelles de Lille. La Malterie est située à Lille, vers le métro Porte des Postes à Oisem. C'est une grande bâtisse, donc 2300 m² répartis sur 7 étages, qui fait l'angle du boulevard Victor Hugo et de la rue Kuhlmann. À l'origine, c'est un collectif, l'Astomate, qui est composé de plasticiens, c'est-à-dire d'artistes qui œuvrent dans le champ des arts plastiques. Ces artistes venaient de la région Nord-Pas-de-Calais et de Belgique et souhaitaient rendre publiques leurs œuvres en organisant des expositions collectives. Lors d'une de ces expositions, un incident fait que de nombreuses œuvres sont endommagées. Le sinistre ayant été reconnu par les assurances, le collectif décide de mettre l'argent dédommagé dans la location d'un espace qui leur permettrait de diffuser leur art. C'est vrai qu'après avoir fait le bilan de leurs besoins respectifs, ils constatent de la difficulté pour les jeunes artistes de trouver un espace qui puisse être un lieu de travail propice à la production, mais aussi qu'il soit vecteur de rencontres avec le public. C'est ainsi qu'est née la Malterie, et François Andès, cofondateur et membre à l'origine de la Malterie, nous en parle. J'ai cherché un atelier pour travailler, et ça a été ma première motivation en fait, de trouver un endroit où moi j'allais pouvoir travailler. C'est en discutant avec des amis artistes qui eux aussi cherchaient des endroits, l'un pour organiser des concerts, une autre personne qui voulait organiser des soirées, moi je voulais organiser des expositions, et tous ont cherché un lieu de travail, quoi. Et la Malterie s'est installée dans une ancienne friche industrielle. En effet, le local qui a été utilisé était auparavant une brasserie, qui fut ensuite utilisée comme bureau ou comme entrepôt. Un bâtiment qui servait de bureau, c'était des bureaux
travaux jusqu'à la fin des années 80. Et puis ensuite, comme c'était un bâtiment classé, c'était un bâtiment qui ne pouvait pas être détruit ou transformé. Au départ, l'aménagement du bâtiment est un peu compliqué par des problèmes juridiques. En effet, pour des raisons de sécurité, le bâtiment n'est pas aux normes et se voit contraint de fermer ses portes au public. Et la Malterie réouvre sa salle de diffusion et les ateliers d'artistes à partir de 2002, après du coup des travaux et une remise aux normes. Quant à ce qu'on peut y trouver, la Malterie est vraiment dans une optique de soutien à la recherche et à l'expérimentation artistique. Et du coup, c'est à travers ce prisme-là qu'on peut distinguer ces différentes activités. Vous pouvez y trouver des ateliers d'artistes, donc il y en a quand même 28, et 5 locaux de répétition. Donc ces ensembles qui sont des espaces de production adaptés aux artistes. J'en profite pour dire que les ateliers, vous pourrez les visiter en avril 2017 lors de la journée des portes ouvertes des ateliers d'artistes, qui est organisée tous les ans par le Conseil général du Nord. Vous pouvez aussi voir à la Malterie une salle de concert qui peut contenir jusqu'à 120 personnes. La programmation y est particulièrement axée sur les artistes émergents ou les groupes peu représentés, avec une moyenne de 160 groupes qui passent chaque année. Et la dernière caractéristique de la Malterie, c'est le centre de ressources art visuel. Alors, ce centre de ressources, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une permanence pour les artistes qui nécessiterait des informations sur le statut social, fiscal et juridique des artistes-auteurs. Bon, en gros, c'est une aide pour les artistes sous la forme de rendez-vous individuels. Une aide sur les dispositions légales et juridiques au statut d'artiste-auteur. Ce centre de ressources organise également des formations professionnelles et a même lancé une web-série sur Vimeo dont la chaîne s'intitule « Au secours, je suis un artiste ». Donc si vous êtes amateur d'art plastique, de musiques émergentes, à la recherche d'une soirée ou d'un truc à faire ce week-end, la Malterie vous ouvre ses portes tous les après-midi de la semaine de 15h à 20h. Et si vous êtes vous-même artiste-auteur, vous serez peut-être intéressé par le centre de ressources. Et si ce type de lieu vous intéresse, vous pouvez aussi aller visiter la Ferblanterie à Lille au métro Porte d'Arras. La Ferblanterie qui se dit lieu de création indépendant et qui a aussi été créé par un collectif d'artistes. Et c'est tout pour moi, je vous laisse en musique. La Malterie, donc, avec Joséphine. J'ai vu qu'une grosse simulation s'était créée sur le plateau pendant l'écoute de ce reportage. Comment il s'appelle le directeur du... C'est pas le directeur, en gros, c'était un collectif. Ah. L'Astomate, en gros, c'était le nom de collectif d'artistes. En gros, c'est des potes qui travaillaient... qui voulaient faire des expositions collectives, parce que c'est toujours plus simple d'exposer collectivement. Ouais. Et du coup, ils ont voulu créer un lieu où ils pourraient travailler parce qu'ils n'avaient pas de local, quoi. Et aussi en profiter pour exposer dans ce lieu. Et se faire connaître, c'est plus facile quand t'es à plusieurs. On va continuer donc, et avant d'écouter Carla, qui va nous parler de la politique chez nos voisins allemands, on va marquer un court intermède musical avec une chanson que Maxime a sélectionnée pour nous. Maxime. Ouais, j'ai choisi un extrait des Tsardas de Monti, qui est un compositeur italien, et qui est basé sur les Tsardas hongroises. C'est un style de danse. On est très musique hongroise ici. Hein. On est très hongrois. Et c'est un morceau qui va dans les extrêmes des nuances, donc de la nuance la plus faible qui est pianissimo jusqu'à la nuance la plus forte qui est fortissimo. Bien joué. Donc voilà. Et a fortiori, donc et on écoute allez Monty, c'est parti. Les Tsardas de Monty maintenant.
Et du coup, je me demandais, Maxime, comment t'es tombé sur cette musique ? Comment je suis tombé sur cette musique ? Je suis tombé sur une émission qu'animait Jean-François Zigol avant sur France Télévisions. Je sais pas si vous regardiez La Boîte à musique. Tout à fait. Et tu regardes aussi un peu la télé hongroise, Maxime. Ne nous le cache pas. Ouais, c'est aussi parce que j'aime bien la télé hongroise. Sans transition, je vais donc me tourner vers Julie et Olivia qui vont nous parler de leur Nomad's Land de cette semaine. Oui, on est allé poser des questions à Carla, étudiante allemande pour 1 an à Lille, qui nous a parlé de politique, des extrêmes et d'amour évidemment. No frontiers, no borders, no limits. You are the beautiful nomads. Les nouveaux nomades. Voilà, je m'appelle Carla, j'ai 20 ans et je suis étudiante dans un double diplôme, un programme franco-allemand. Voilà une question assez évidente sur l'extrême droite en Allemagne et sur la différence peut-être entre Pegida et l'AfD, puisque c'est 2 partis d'extrême droite qui sont en pleine croissance en ce moment, et savoir s'ils se concurrencent ou non. Premièrement, Pegida, c'est pas une partie. C'est un mouvement. L'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, c'est un vrai parti, mais qui est elle-même également divisée en différentes sections, différents partis. Il y a même un nouveau parti qui s'appelle Alpha, l'Alliance pour le Progrès, quelque chose comme ça, qui s'est fondé en 2014, je pense, ou 2015, puisqu'il y avait des fortes divisions entre les partisans de l'AfD. Pegida, c'est plutôt un mouvement très, je dirais, volatile, pas solide. Il y a des gens qui se rassemblent, qui manifestent contre l'islam en Allemagne. Et oui, Pegida, ça s'est fondé à l'est de l'Allemagne, puisque dans ces régions-là, on a toujours, même plus que 20 ans après la réunification allemande, des forts problèmes de croissance économique, des inégalités sociales beaucoup plus marquées peut-être. Et à l'autre côté, il y a les gens, les citoyens allemands ordinaires qui se révoltent un petit peu contre les méchants réfugiés qui obtiennent aussi de l'argent sans avoir contribué à quelque chose. Et sinon, donc on parle d'une extrême droite. Est-ce qu'il y a une extrême gauche en Allemagne ? Oui, ça existe toujours, mais il y a la gauche, die Linke, elle est divisée dans un camp très gauche, très extrême, et dans un camp plutôt modéré qui veut s'allier avec les social-démocrates. Mais l'extrême gauche, genre la gauche qui veut lutter, elle se trouve plutôt dans des milieux très jeunes, dans les milieux étudiants, mais elle n'est pas si puissante comme dans les années 68. Il y a un parti d'extrême gauche ? Mais le fait que je connais pas son nom, ça implique déjà qu'ils sont pas très puissants sur le plan politique. Et est-ce que c'est un problème que Merkel pense à briguer un 4e mandat ? En Allemagne, même les jeunes, genre les personnes assez plutôt libérales, plutôt de gauche, ils se disent peut-être Merkel c'est le moins pire. À la fin, la gauche, elle ne sera pas capable de former un gouvernement qui peut se montrer ferme au changement dans la politique internationale. Et à la fin, pendant la crise euro, sa politique, elle était absolument avantageuse pour l'Allemagne, pour les Allemands. Les programmes conjoncturels, la façon de défendre les intérêts allemands à l'échelle européenne, on n'a jamais fait ça. C'était la première fois dans l'histoire allemande qu'on a vraiment défendu si froidement. C'est plutôt sur sa politique des migrants qu'elle a été critiquée en Allemagne. Oui, surtout. Mais les libéraux, ils sont pas si puissants pour former une coalition pour contredire les conservateurs. Et la gauche, elle était en faveur de la politique migratoire de Merkel. C'est plutôt dans son propre parti qu'elle était critiquée et qu'elle est critiquée. Et récemment, il y a Martin Schulz qui a annoncé sa démission au Parlement européen pour janvier 2017. Est-ce que tu penses qu'il pourrait être présenté une alternative en Allemagne ? Le problème avec Schulz, normalement, c'est Gabriel, en tant que président de la gauche, qui a le droit de se présenter en tant que candidat de la gauche. C'est pas Schulz.
et peut-être une lutte pour le pouvoir. Ça pourrait être très bien pour un recentrage politique, mais ça peut également être le contraire. Une guerre fratricide. Oui, une guerre fratricide peut-être, oui. Bon, est-ce qu'on finirait pas sur le couple et l'amour franco-allemand ? J'espère que les Allemands vont se tourner vers la France dans plusieurs champs politiques. Premièrement, la défense, puisque le Brexit et Trump, ça montre qu'en Europe, on est un peu seul à ce moment-là. Et pour garantir notre défense et pour maintenir notre puissance militaire, qui est plutôt une puissance française à l'échelle européenne, il faut qu'elle change sa politique. Il faut que l'Allemagne intervienne plus avec la France. Et c'est pas la force de l'Allemagne, justement, de pas s'engager comme la France L'Allemand ordinaire, il veut rien avoir avec le militaire. Il veut pas voir un soldat de la Bundeswehr au Mali. C'est vraiment mal vu. Mais à l'autre côté, on veut que ces pays soient stables. Mais c'est une culture stratégique assez spéciale qui est ancrée dans la culture allemande. Et l'autre champ politique où il faut trouver un consensus avec les Français, bien sûr c'est l'économie, puisque dans quelques mois la Grèce ça va revenir. Et là, si on ne trouve pas un accord avec les Français, on est un petit peu perdu à l'Europe. Du coup, moi je suis absolument convaincue qu'il faut relancer ce moteur franco-allemand. Si vous voulez suivre la musique que vous avez entendue à plusieurs reprises, il faut juste taper Hansi Hinterseer, Ein kleines Edelweiss 2008. Je vous épargne la traduction. Hein. Bien sûr, merci. Merci beaucoup Julie pour cette précision. Et puis merci pour cette interview et merci à Carla parce que c'est vrai que, je sais pas pour vous, mais moi, la politique allemande sortie de Merkel et à la rigueur Martin Schulz, j'en savais rien du tout et ça apporte quand même un... Donc on a vraiment un bon présentateur. Intéressant. Il a bossé les dossiers, c'est important. C'est ce qu'on lui demande. J'ai l'impression que la régie me dit qu'on a des appels au standard. Quelqu'un qui veut réagir. Allô ? Il y a quelqu'un dans le tuyau ? Ah, des petits problèmes techniques. Apparemment. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous, mademoiselle ? Bonsoir, Mathilde, ça va ? Bonsoir. Enchanté, Mathilde. Vous... Mathilde de Savoie. De où en Savoie ? Juste à côté, hein. À côté de quoi, Mathilde ? Ça ne veut rien dire. De l'Alsace. À côté de l'Alsace, d'accord. Eh on embrasse toute l'Alsace. Mathilde, vous vouliez réagir peut-être ? Oui, je voulais réagir. Tout d'abord, merci pour l'émission, de m'avoir convié. C'est vrai que j'ai pas tout compris du fait que je ne parle pas allemand moi-même, venant pas vraiment d'Alsace, mais d'à côté, comme je l'ai précisé, de Savoie. Je suis Mathilde de Savoie. Eh bien, merci pour ces informations. Merkel ou pas Merkel, Mathilde ? Merkel. Donc vous pensez, d'accord, que Carla Angela est la mère qu'elle n'a jamais eue. Je l'ai tenté parce que je viens d'y penser et c'était pour mettre un petit peu de... Je n'ai pas compris. Finalement, qu'avez-vous compris, Mathilde ? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que nous a dit Carla, Mathilde ? Elle a parlé des Allemands. Et moi je regarde Arte, donc parfois, c'est important pour moi aussi, hein, les Allemands. Ah oui, donc vous recevez Arte en Savoie ? Oui, c'est le canal 7. D'accord, ouais. Écoutez Mathilde, merci beaucoup de nous avoir appelés. C'était très sympa de vous avoir... J'ai du mal à m'en remettre d'ailleurs. Juste un petit mot, un dernier, à Bien tous sûr. mes amis de Savoie, parce que je suis Mathilde de Savoie. Merci beaucoup. Toujours des avis, moi, toujours des avis. Pertinent et intelligent. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on m'appelle. L'impertinente. Au revoir, Mathilde, merci. Merci beaucoup, ciao ma belle, ciao. Pour nous remettre de ces émotions, on va se retrouver dans 1 minute avec Baptiste qui viendra nous expliquer qui est ce type. Mais d'abord, une courte page de réclame. Hey. Ça a l'air bon. Mais c'est chaud, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait ? Comment t'as fait ça ? Grâce à mon nouveau micro-ondes. Le nouveau micro-ondes Zebalo, 500 watts, 24,99€.
Pour un micro-ondes acheté, le second est offert sous condition d'utilisation. Les piles ne sont pas incluses dans le pack 2017. Utilisation d'une voix extrêmement rapide afin de faire passer des messages de propagande ou absurdes. Le mot micro-ondes rime avec James Bond. Comme disait Gandhi, une personne qui se déshabille est toute nue. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On remercie tous les auditeurs qui nous écoutent, surtout Peyo. La deuxième assiette est vendue séparément. Retour sur le plateau de Micro et Ondes. Bonjour, si vous ne nous rejoignez que maintenant. Oui, voilà, j'ai toujours rêvé de dire ça. Baptiste est avec nous et va nous présenter, ou en tout cas nous en dire un peu plus sur quelqu'un que nous connaissons tous, mais à qui s'applique parfaitement la question. Mais c'est qui ce type ? Oh, merci beaucoup de me donner la parole. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la personne qui est extrêmement haute dans le classement des personnalités préférées des Français, et il s'agit d'Omar Sy. Oui, alors tout le monde le connaît, mais est-ce que vous saviez que par exemple, il est né le 20 janvier ? Sachant que moi je suis né le 30 octobre, je pense qu'on peut dire que c'est plutôt marrant, non ? Donc, Monsieur Sy est né d'une mère mauritanienne et d'un père qui vient de Dakar, et qui sur scène égalait déjà des grands artistes. Son père est d'origine Peul, et il faut savoir que quand ils vont à la campagne, on dit qu'on en met les peuls au vert, mais ça, c'est surtout en hiver. Bon, on va arrêter les jeux de mots sur l'Afrique, on risquerait de pousser Omar à bout. Et puis, pareil sur les fruits de mer, vous pouvez tous courir pour des blagues de Omar à thon. Le petit Omar, lui, est donc né à Trappes, ville où ont grandi des personnes remplies de talent et non de tas rapide. En même temps, un tas rapide, ça veut rien dire. J'ai donc des personnes remplies de talent, comme Jamel Debbouze ou bien Nicolas Nelka, ou bien même Thomas Delprat. Bah, vous le connaissez pas ? Thomas Delprat, c'est un de mes amis en 4ème. Il était super fort en techno, on s'assied toujours à côté, et il faisait toujours CTRL-ALT-SUPR avec son PC. Ah là là, quel talent ce Thomas. D'ailleurs, je vous demande bien comment Jamel Debbouze fait quand un programme ne répond pas sur son ordinateur. Allez, tous les mains en l'air. Donc, c'est en 1997 qu'il commence sur Radio Nova avec un compère, alors même qu'on gagne à les connaître. Omar Sy et Fred testent au micro des blagues et ça marche plutôt bien. Si bien que Jamel Debbouze leur propose de les rejoindre sur Canal+ pour le Festival de Cannes. Il décide donc de tout arrêter un mois avant de passer son bac F, équivalent aujourd'hui du bac Sciences et Techniques Industrielles, et non pas son bac B, équivalent du bac Économique et Social, aussi connu sous le nom de bac ES, ou encore moins son bac C, équivalent du bac Scientifique, plus couramment appelé bac S par les personnes dans la vie ou encore même par les fans de ping-pong. Après son bac, qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, et bien sur Canal+, merci de me le demander, ça marche tellement bien qu'ils lancent l'émission Le Visiophone, et leur premier spectacle intitulé « Je ne fais pas mon âge », que l'on peut traduire en espagnol par No hago mi edad, mais ça nous apprend pas grand-chose. En 1997, il fait sa première apparition dans le film Glastonbury The Movie. Il enchaîne ensuite les rôles dans des comédies françaises et humoristiques décalées comme La Tourmontparnasse infernale ou encore La Beuse de François Dezania. En 2003, autrement dit 6 ans après 1997, il s'essaie même à la chanson aux côtés de Dieudonné et du collectif de rap Sayan Supakru pour la réalisation d'un album contre le racisme intitulé Stop à la fin. Et côté cœur avec Aline, sa petite femme ? Ah, Hélène et non Aline, qu'il a rencontrée à 20 ans. Oui, sa petite femme. Qu'il a rencontrée à 20 ans, ils se sont mariés à Tremblay-sur-Mauldre, sa ville natale. Ça, vous le saviez pas ça ? Si, moi je sais. Il est père de 4 enfants que certains oseront appeler marmots ou encore même bout de chou. Et par la suite, le succès vient avec l'émission Le SAV des émissions, toujours avec Fred, avec qui il fait un carton, bien qu'il ne déménage pas car il reste sur Canal+. Ou encore bien évidemment avec le film Intouchable, où les réalisateurs sont allés caster en Inde. Ça, c'est pour les gens qui font de la géopolitique. Mais donc, Omar Sy s'est créé un véritable empire, un SAV César du meilleur acteur, et maintenant la consécration... Bon, celle-là, elle n'a pas marché. Et maintenant, la consécration aux États-Unis, avec des films comme X-Men ou le fameux Jurassic Park. Il travaille tellement qu'il paraît même qu'il n'a pas de temps de manger avant le matin et qu'il dinosaure. Jurassic Park. Dinosaure. X-Men. Dinosaure. Aujourd'hui, il est à l'affiche du film Demain tout commence, où il joue le rôle d'un père en difficulté avec son ex-femme. Mais donc Omar Sy... Oui, parce qu'en fait, le texte, je l'ai écrit au mois de décembre quand le film sortait au cinéma. Maintenant, c'est plus du tout en salle. Mais donc, Omar Sy, qui a un prénom de produit de la mer, n'en oublie pas pour autant Fred Texto, que l'on peut considérer comme son extrême hareng, fumé ou à l'huile. Bon, allez, salut. Bravo. Donc toi, tu savais tout ça, Adrien ? Non, j'ai juste la partie sur Intouchable que je ne connaissais pas, mais sinon j'avais... On va faire une courte pause musicale avec un morceau d'Extrême-Orient. Là, je me concentre pour bien le prononcer. 8 minutes de pianissimo. Ne me coupe pas, Julie. Huiliang
Maxime, tu peux peut-être nous donner C'est le un nom de titre cet artiste hongrois. Non, je connais pas, vas-y. William En tout cas, c'est une super musique. William Daibiao Wodesin, une chanson chinoise interprétée par Dang Lidun, et on revient avec un invité de marque, le petit James, 9 ans et demi, qui va nous apprendre ce qu'il se passe dans les cours de récréation lilloise.你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深？我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看。一个月亮代表我的心。Excusez-moi, je pensais à autre chose. Ça nous parle de quoi un petit peu Oui. C'est donc le refrain, c'est-à-dire Yueyangdai Biao de Sin, c'est-à-dire mon cœur est aussi rond que la lune. C'est un peu la France Gall chinoise. C'est une artiste. La chinoise Gall, on peut dire du coup. Oh mais vraiment, elles sont parfaites, Baptiste. Il est de retour. Non mais ouais, c'est un peu la France Gall, c'est-à-dire que c'est l'artiste préféré de la génération de nos parents. Bon, je trouve ça un peu trop lyrique, du coup on va passer à Attaque Djihadiste. J'ai eu la chance de fréquenter un petit James de 9 ans qui m'a raconté ses pratiques de cours de récréation avec ses copains. Bonjour, je suis en CM1 et je vais vous parler du jeu de récré qu'on fait. Ça s'appelle Attaque Djihadiste. En fait, il y a deux camps. Il y a les policiers et les djihadistes. En fait, les djihadistes, ils ont un camp à l'opposé de la cour et les policiers, ils ont un camp à l'autre opposé. Voilà. Et en fait, les djihadistes doivent tuer tous les policiers et les ramener dans leur base. Depuis combien de temps tu joues à ce jeu ? Depuis le début de l'année. D'accord. Et vous aimez tous jouer à ça ? Ouais. C'est quoi pour toi un djihadiste ? Un djihadiste, c'est quelqu'un qui utilise sa religion comme un propos pour l'insulte, pour tuer des personnes, qui est malade quoi. Ça peut être n'importe quel type de religieux ? Ça peut être des catholiques, des musulmans, non, le plus souvent c'est des arabes. C'est une religion d'être arabe ? Non mais pratiquement tous les arabes ils croient en Dieu. Du coup ils utilisent le fait qu'on critique Dieu pour tuer des gens. Ils crient Allah Akbar. Allah est grand. Ça veut dire quoi alors ? Allah ça peut être tout ce que tu veux. Mais le plus souvent c'est Dieu. Et toi tu crois en Dieu ou pas ? Non. Mais si tu croyais en un Dieu, il s'appellerait Allah ? Non, il pourrait s'appeler... Allah, c'est le dieu des Arabes. Non,
Là, ça peut être n'importe quel lieu. D'accord. Merci James. Allez. C'est touchant quand même ce que nous dit le petit James, parce qu'on voit que même s'il récite un peu certaines choses... Non, c'est effrayant que les djihadistes soient les méchants, mais que les djihadistes, pour eux, ce soit des arabes juste. Il dit même pas des musulmans, il dit des arabes. C'est vrai. Ça en dit quand même long sur notre modernité. Personnellement, ça me choque pas du tout qu'ils fassent l'amalgame de dire que les arabes sont des arabes. Bah non, mais bien sachant sûr, moi non plus. que voilà, c'est... Il y a plein de personnes qui font ça de nos jours, et lui c'est un enfant de 9 ans, voilà, c'est ça, les raccourcis se font tout le temps de cette façon-là. Mais c'est lui qui t'en a parlé, genre il t'a dit ah j'ai joué à Attaque Djihadiste, ou tu l'as entendu? Alors je les ai entendus à la sortie de l'école dire « Demain vous promettez qu'on joue à Attaque D ?» Donc ne connaissant pas la signification du D, j'ai demandé, et c'était djihadiste. Sans transition, je me tourne vers Baptiste. Baptiste qui va nous présenter le rapporteur de cette semaine. Mais donc ce rapporteur, donc en fait, qui est une première partie d'une série de reportages qu'on va essayer de faire. Donc ce mot extrême, il nous a fait penser, Théo, toi et moi, quand nous étions donc, au Parc des Princes la semaine dernière. Donc oui, nous sommes tous les deux fans donc, du Paris Saint-Germain. Nous sommes allés au stade pour un match et nous avons trouvé d'extrême, c'est la présence des supporters ultra dans le stade pour chanter et encourager leur équipe. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça faisait 6 ans que les supporters du PSG appelés ultra, donc les supporters les plus extrêmes dans leur pratique du supporterisme, étaient interdits de stade suite à une décision prise par le PSG. Depuis maintenant 3 mois, le PSG a levé cette décision, permettant donc aux supporters du collectif Ultra Paris, donc le CUP, de revenir. Donc de retour à Lille, toi et moi, nous sommes allés voir un groupe de supporters lillois appelé les Dogs des Flandres, pour qu'ils nous parlent du mouvement des ultras. Mais ce supporter-là, il a tout de suite tenu à clarifier les termes. Il préfère se revendiquer de supporters actifs plutôt que de ultras, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame avec les hooligans, ces supporters qui, eux, revendiquent une certaine violence dans leur pratique du supporterisme. Donc on va écouter ce qu'il nous a dit quand on lui a posé la question. Ce qui change beaucoup entre les ultras, c'est uniquement l'appellation. Certains groupes se revendiquent ultras. Nous, c'est pas notre cas parce que y a trop d'amalgame qui est fait avec les ultras et les hooligans. Et quand on entend les médias parler, généralement c'est toujours en négatif et ils parlent des ultras. C'est pour ça. Nous, on essaie vraiment de s'émanciper de cette image que donnent les médias français au reste de la population comme étant des groupes violents. On comprend bien qu'il y a un problème et en effet c'est un sujet d'actualité puisqu'au mois de novembre dernier, 2 supporters ont été condamnés pour violence volontaire en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En effet, en 2010, en marge d'un match contre Marseille, un supporter parisien avait trouvé la mort lors d'un affrontement entre groupes de supporters parisiens, donc les 2 groupes de supporters au sein du même club. Alors que d'autres incidents avaient déjà eu lieu, par le passé, sa mort était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ça a entraîné la mise en place du plan Le Prou du nom de l'ancien président du PSG. Donc ce plan interdisait tout bonnement l'entrée au stade à ces groupes de supporters et demandait même dissolution des associations et instaurer un placement aléatoire pour éviter que les supporters se regroupent ensemble. Et ça, le supporter lillois que nous sommes allés voir nous le dit bien. Bien sûr, bien sûr. Regarde ce qui s'est passé avec le Parc des Princes. Il y a eu quelques problèmes entre les 2 copes principaux, à savoir les Boulogne Boys et puis Auteuil. Et ça s'est fini comment le Parc des Princes, avec son président Ronan Le Prou, ils n'ont pas hésité une seconde. Ils ont fermé les 2 copes et interdit les ultras au Parc des Princes. Ça fait quand même 15 000 personnes qui ne pouvaient pas retourner voir leur club favori. Tout ça pourquoi ? Pour quelques mecs qui se mettaient sur la gueule alors qu'il y a des caméras de sécurité quand même. Il y avait des forces de police qui ont fait des interpellations en nombre et au lieu de traiter ces problèmes au cas par cas,
plus long, c'est sûr. Forcément, il y en a qui échappent qui passent entre les mailles du filet. Et ben ils ont tapé dans. Ils ont supprimé tout le monde. Ils ont fermé les 2 virages et puis c'est tout. On a donc eu envie de s'interroger sur la punition collective et les règles du droit qui s'imposent dans ce cas. Ça, on le verra la semaine prochaine dans une autre chronique du rapporteur. Puisqu'en effet, tous les membres de l'association ont subi une décision de justice, même les non-violents. C'est ce qu'explique le supporter juste avant. Et la préfecture glisse sous le manteau des noms de personnes à ne pas accepter dans le stade au service de sécurité du PSG, alors même qu'aucune décision de justice d'interdiction de stade n'a été prise contre eux. Ce à quoi l'ancien président du PSG, Robin Leproux, déclare dans une interview donc, « Mais comment gérer au cas par cas ? Je savais que mon plan n'était pas parfait, je savais que j'allais emmerder 12 000 personnes à cause de 600 autres personnes, mais encore une fois, je n'avais pas d'autre solution. » Bref, cette mouvance extrême nous a intéressés et on vous en dit plus la prochaine fois. Merci Baptiste pour ce petit teaser. J'imagine Merci à toi Théo, tu as tellement travaillé là-dessus que c'était toi et moi dans ce petit bar. Bon allez c'est bon, tu me flattes. Merci pour ce teaser, j'imagine que vous êtes tous impatients d'avoir la suite de ce feuilleton que nous allons feuilletonner. Mais avant d'en arriver à là, pour finir, Maxime et Adrien vont nous raconter les pérégrinations de Léon dans une petite radio-fiction dont ils ont le secret. Depuis tout petit, Léon collectionnait des maquettes de locomotives. Mais aujourd'hui, c'était son premier voyage en train. Cela devait faire 10 minutes qu'il était parti, puisque le train avait déjà dépassé 5 éoliennes. Enfin non, 6, comme le notait Léon dans son carnet spirale 21-29-7, acheté au bureau de tabac de Châteauroux un soir de grosse déprime. Léon déposait ses valises dans le compartiment prévu à cet effet, tandis que son cerf-volant, relié à ses bagages par un fil de cuisine, s'échappa pour se glisser sous le siège de sa voisine. Léon se baissa et ramassa son cerf-volant. Il regretta d'avoir créé une situation humiliante où sa faiblesse avait été exposée. Mais sa voisine resta admirablement impassible. Après l'avoir observée minutieusement, Léon déduit de ses grands yeux verts et de ses sourcils fins qu'elle était sagittaire. Mais ses ongles étaient bien longs pour une sagittaire. Dans le doute, Léon lui demanda On ne me demande pas souvent, mais oui. Léon avait vu juste, mais retint un sourire par humilité. La place 53 lisait la rubrique golf de l'équipe d'un air amusé. Son épouse, ou du moins la femme de la place 52 qui lui touchait la bite, sifflotait un vieil air de Charles Trenet. La quiétude et la tranquillité du wagon étaient par moments perturbées par la joyeuse indiscipline de 2 enfants qui allaient et venaient d'un bout à l'autre de la rame. Leur mère tentait péniblement de les rappeler à l'ordre pour qu'ils finissent leur portion de lasagne entamée il y a plus d'1 heure. La place 58 imitait Stéphane Bern, et la place 59 ne trouvait pas ça drôle. Ah oui, chez Stéphane Bern, chez le château de Montrichard, chez... Bonjour monsieur, titre de transport s'il vous plaît. Pas chez Stéphane Bern. Titre de transport s'il vous plaît. Léon regarde avec horreur la place 59 tendre son billet au contrôleur. Titre de transport s'il vous plaît. Léon l'avait oublié. Le carnet c'est bon, le carnet de secours c'est bon, les petites bouteilles d'eau c'est bon. Le cerf-volant évidemment. Mais le titre de transport, s'il vous plaît. Le réveil avait sonné à 7h30. Ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. Léon allait prendre le train pour la première fois. Comme tous les matins, il avait nourri Pierre et Nicolas, puis avait changé l'eau de leur aquarium, mis en salade quelques fruits frais et remis de l'ordre dans ses locomotives. Il avait arrosé les mufliers, rangé la vaisselle et passé un bon quart d'heure à travailler son sourire devant la glace. Bien entendu, les valises bouclées la veille l'attendaient sur le palier, car comme disait toujours sa mère, ouvrez les guillemets, les valises qui t'attendent un jour, oui, et le lendemain, on sait peu. En se désinfectant les ongles, Léon réalisa que le plus long palindrome de la langue française était ressassé. Cela le fit sourire un moment. Léon était sorti de chez lui et avait emprunté le chemin du gros, enfin, le chemin de la vie. Bon monsieur, j'ai pas le temps de jouer là, titre de transport s'il vous plaît. Titre de transport s'il vous plaît. Eh bien, l'émission touche à sa fin, on était ravis d'être avec vous aujourd'hui et on espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission et on se quitte avec une chanson extrêmement jolie et des bisous de toute l'équipe. Bisous. Salut.